Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Niger a célébré le 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de la République, une fête nationale endeuillée par la plus lourde perte en vie humaine subie une semaine auparavant par l'armée nigérienne depuis les insurrections djihadistes au Sahel. Les énergies renouvelables sont en marche en Afrique. L'Égypte ambitionne de se doter du plus grand parc solaire au monde, un projet de grande envergure situé sur le site de Ben dans le désert, à 40 km d'Assouan, au sud du pays. Et retour sur la N'Djamena Fashion Week qui a pris fin le 18 décembre dans la capitale du Tchad. Cette année, ce festival de mode a mis l'accent sur certains phénomènes de santé publique, tels que la dépigmentation de la peau et l'utilisation nocive de certains produits cosmétiques. Mais tout d'abord, une intervention militaire plus directe de la Turquie en Libye est en voie de concrétisation. Le gouvernement libyen d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj a voté ce jeudi 19 décembre la mise en œuvre d'un accord de coopération sécuritaire et militaire. Un accord signé le 27 novembre avec la Turquie. Aucun détail n'a été fourni sur les termes de cette entente. Cette aide devrait soutenir les forces du gouvernement d'union nationale pour faire face à l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, effective depuis début avril 2019 pour conquérir la capitale Tripoli. Célébration morose de la fête nationale au Niger. Le pays a fêté le 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de la République. Des festivités marquées par la perte le 10 décembre de 71 militaires lors de l'attaque terroriste du camp militaire d'Inates situé dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Baré. Au Niger, le 61e anniversaire de la République intervient une semaine après l'attaque terroriste qui a emporté 71 militaires de la base d'Inates, à la frontière avec le Mali. Pour témoigner la reconnaissance de la nation à ses soldats, il a été décidé de la mise en place d'un fonds pour les pupilles et veuves, a annoncé le président de la République Mahamadou Issoufou dans son message à l'occasion de cet anniversaire. Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste, la défense de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour cela que nous la gagnerons, plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra. Cette année, c'est la région de Tillabéri au sud-ouest du pays, à quelques 100 km de la capitale Niamey, qui a accueilli cet anniversaire. Un défilé militaire et civil, en présence notamment des présidents du Burkina Faso et du Ghana, ont marqué les festivités. Occasion pour le président de la République de décorer plusieurs personnalités, dont des enseignants, artistes, journalistes et écrivains pour service rendu à la nation. J'ai été honoré dans beaucoup de pays, j'ai été distingué dans beaucoup d'endroits, de festivals de cinéma, de télévision, d'universités. Et être honoré chez soi, c'est le plus beau cadeau. Initié il y a quelques années, l'organisation des fêtes nationales dans les régions vise à permettre aux chefs-lieux des régions de se moderniser et de bénéficier des capacités d'accueil, notamment des infrastructures sportives et culturelles. Tillabéri a ainsi bénéficié d'importants investissements pour en faire une ville moderne. Elle dispose désormais d'un aéroport, d'une avenue à voies multiples, d'un réseau de voiries urbaines, des infrastructures sportives et culturelles rénovées, entre autres. Également dans l'actualité, l'opposant Moïse Katumbi serait-il en marche vers l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo? En tout cas, l'ancien gouverneur du Katanga vient de lancer son propre parti politique dénommé Ensemble pour la République, une plateforme qui entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie dans le pays, d'après ses propos, en prônant liberté et solidarité. Notons que Moïse Katumbi a affirmé que la coalition politique Ensemble pour le changement, fondée avec plusieurs leaders politiques congolais qu'il dirigeait depuis la campagne électorale de 2018, continuerait d'exister.
Un statut spécial vient d'être accordé aux 2 régions anglophones du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Les députés ont adopté le 18 décembre un projet de loi sur la décentralisation allant dans ce sens. Un texte qui confère un peu plus d'autonomie à ces 2 régions en proie à une crise séparatiste depuis fin 2016. Les explications de Philomène Tiné. Le projet de loi sur la décentralisation accordant un statut spécial aux régions anglophones a été adopté mercredi par l'Assemblée nationale camerounaise. Il est question, selon le projet de loi régissant ce statut, que les 2 régions anglophones participent à l'élaboration des politiques publiques nationales dans les domaines de l'éducation et de la justice, à la création et à la gestion des missions régionales de développement, entre autres. On peut s'attendre à un retour à l'apaisement de ces régions. Ensuite, il est important de rappeler que l'initiative de ce statut spécial survient après l'organisation d'un grand dialogue national. L'attribution de ce statut spécial va certainement accélérer le processus de décentralisation, permettant aux différentes régions de mener un réel développement sur le plan local. En vue des prochaines élections législatives et municipales fixées au 9 février 2020 au Cameroun, plusieurs acteurs de l'opposition avaient appelé à l'implémentation des mesures adoptées à l'issue du grand dialogue national pour mettre fin à la crise anglophone avant toute nouvelle élection. D'ailleurs, des formations politiques avaient menacé de boycotter le double scrutin, évoquant le statu quo de la crise en zone anglophone. Sans un calme précaire, le déroulement de ces élections législatives pourrait se retrouver perturbé, ce qui pour l'opposition camerounaise apparaît comme une irrégularité dans l'optique où l'organisation des élections sans inclure le vote des populations des régions anglophones est une marque d'exclusion. Depuis 2016, la crise anglophone a fait plus de 2000 victimes, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés, d'après l'ONG internationale Crisis Group. En plus de son fleuve, le Nil, l'Égypte compte aussi sur le soleil pour produire de l'énergie. Les autorités se sont lancées le défi de construire la plus grande centrale solaire au monde, un parc photovoltaïque situé dans le désert composé de 41 installations pour un coût global de 4 milliards d'euros. Plus de détails avec Ibayako. Des panneaux solaires à perte de vue dans le vaste désert égyptien. C'est à 40 km d'Aswan, dans le sud de l'Égypte, que ce parc solaire géant a été construit. Un projet visible depuis l'espace. This is the world's largest solar power plant anywhere. Il s'agit de la plus grande centrale solaire au monde. Où qu'elle soit, 1465 MW sont actuellement injectés dans le réseau. Elle représente près de 1800 MW en termes d'installation de panneaux. C'est une installation étonnante. Elle crée non seulement de l'électricité pour l'Égypte, mais également de nombreuses opportunités d'investissement divisées en autant de petits projets différents. Ce parc solaire est entré dans le top 3 des centrales solaires les plus productives au monde, avec l'achèvement en octobre 2019 de sa deuxième phase de développement estimée à 2,1 milliards de dollars. Une centrale qui fournit désormais près de 1,5 gigawatts au réseau national égyptien et qui a permis la baisse du prix de l'énergie solaire, là où le gouvernement supprimait progressivement les subventions à l'électricité. Vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour travailler ici. Vous n'avez besoin que de machines de nettoyage. C'est la main-d'œuvre de Benban qui s'en occupe. Et seulement la main-d'œuvre pour l'entretien, c'est tout. Ce qui ne nécessite pas la présence de beaucoup de monde. Taqa solaire ou énergie solaire est un projet de grande envergure. La capacité électrique nationale installée avoisine désormais les 50 gigawatts. L'Égypte vise à augmenter la part de l'électricité fournie par les énergies renouvelables de 20% d'ici 2022 jusqu'à 42% en 2035. Renforcer les capacités d'intégration en incluant la responsabilité dans la planification du développement, c'était l'objet de la conférence économique de Nairobi au Kenya le 16 décembre. La Commission économique pour l'Afrique et 5 pays pilotes ont planché sur ce sujet. Le Kenya, pays hôte, a pris part à cette expérience. Reportage de notre envoyé spécial au Kenya, Jacques Mboka. Le Kenya se lance dans l'évaluation de son système de planification et de statistiques.
Le projet a été initié par les Nations Unies en vue de renforcer la bonne gouvernance et d'atteindre les objectifs du développement. Dans cette optique, une conférence organisée par la Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec le ministère kényan de la planification, a été ouverte ce lundi 16 décembre 2019 à Nairobi. Et ceci relève d'un projet financé par les Nations Unies, particulièrement le département des affaires sociales et économiques, dans le cadre de la 10e tranche, n'est-ce pas, du Fonds des Nations Unies pour le développement. La culture de la redevabilité est au centre de cette conférence qui met ensemble les délégués des structures étatiques et non étatiques. Par cette conférence, les bases doivent être posées pour le Kenya, qui fait partie des 5 pays pilotes avec lesquels les Nations Unies travaillent depuis 2017. La responsabilisation des détenteurs de pouvoir, ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer les ressources des pays, et donc doivent sentir l'obligation de rendre compte de leur gestion, de leur utilisation des ressources publiques à leurs citoyens. La Commission économique pour l'Afrique voudrait par ce vaste programme amener les dirigeants du continent à rendre compte de la gestion de la chose publique. La population est par ailleurs appelée à prendre ses responsabilités en demandant des comptes aux dirigeants. Au Cameroun, la loi de finances 2020 fait état d'une baisse des recettes pétrolières. Celle-ci devrait connaître une chute de 88,8 milliards de francs CFA comparé à l'exercice 2019 pour se chiffrer à 443 milliards de francs CFA. Comment expliquer cette prévision? Élément de réponse avec Amenedj. Au Cameroun, la loi des finances 2020 prévoit une chute des recettes pétrolières consolidées. Elle se chiffre à 443 milliards de francs CFA contre 531,8 en 2019, soit une baisse de 88,8 milliards de francs CFA. Sont concernés les redevances de la Société nationale des hydrocarbures et l'impôt sur les sociétés pétrolières, auxquelles viennent s'ajouter les recettes issues de l'exportation du gaz naturel. Du point de vue quantitatif, la performance était plutôt louable et très bonne, puisqu'il y a une croissance en fait de volume produit pour le compte de l'État de 17%, pour avoir en estimation en fin d'année 2019 plus de 13 millions de barils, ce qui est une performance supérieure à celle enregistrée l'année antérieure. Mais après, ces volumes ont été évidemment vendus à des cours sur le marché qui ne sont pas contrôlés par les pays exportateurs. La redevance de la Société nationale des hydrocarbures 2020 est prévue à 357,7 milliards de francs CFA, dont 321,7 issus du pétrole et 36 milliards de francs CFA du gaz. On observe qu'il y a eu un bond qui a été fait en 2019 pour atteindre un seuil assez considérable de 274,5 milliards d'investissements, soit une croissance par rapport à l'année antérieure et qui normalement devrait pouvoir conduire à, on va dire, une quantification de la production assez importante dans les mois à venir. Au plan commercial, la Société nationale des hydrocarbures affirme avoir vendu pour le compte de l'État un total de 5 832 millions de barils de pétrole brut au 30 avril 2019, soit une hausse de 44,57% par rapport à la même période en 2018. Les ventes ont ainsi permis de transférer au Trésor public 157,56 milliards de francs CFA au titre de sa contribution au budget de l'État. La N'Djamena Fashion Week a pris fin le 18 décembre dans la capitale tchadienne. Cette année, cet événement avait pour objectif de rapprocher la haute couture du grand public. Un accent particulier a été mis sur certains phénomènes de santé tels que la dépigmentation de la peau. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Thierry Ndassa. Rendre accessibles les défilés de la mode dans les rues, les quartiers populaires et les orphelinats, c'est l'objectif que poursuit la N'Djamena Fashion Week pour sa 9e édition. Le plus souvent organisée dans de grands hôtels inaccessibles au public moyen, la promotrice de cet événement veut briser les barrières du luxe imposées dans la mode et susciter la passion chez les jeunes défavorisés. Sama Street, c'est la mode qui vient à la rencontre de la population, donc c'est dans la rue, ouvert à tout le monde, enfants, grands, petits, passants, ceux qui ont pris le rendez-vous pour la soirée haute couture, où 11 stylistes viendront faire découvrir leur nouvelle collection à la population d'N'Djamena.
Autre particularité cette année, les mannequins ont défilé de manière naturelle, sans maquillage, pour lutter contre la dépigmentation et la chute des cheveux liée à l'utilisation de certains produits cosmétiques. Un phénomène de santé publique qui touche principalement les femmes et les jeunes. Avec nos cheveux, notre teint, comme Dieu nous l'a donné. Ce n'est pas pour donner des leçons à quiconque, mais c'est juste pour nous sensibiliser nous-mêmes parce que le fléau aujourd'hui de la dépigmentation, des pertes des cheveux, nous sommes toutes menacées. Et si une fois par an, nous avons les projecteurs sur nous, nous allons en profiter. Des centaines d'enfants issus de plusieurs orphelinats de la capitale ont bénéficié des vêtements pour la fête de Noël et le Nouvel An. Pour rappel, 11 stylistes venus de 5 pays africains ont participé à cette festivité culturelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.